Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes un peu moins nombreux que sur d'autres tables rondes. Alors, c'est un peu compliqué. On va essayer de faire du français et de l'anglais. Je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que tout le monde comprend bien l'anglais déjà? Ouais. Bon. Le belge, ils ne comprennent pas, tu vois, c'est bon. Ok. On est censé parler des groupes hôteliers qui ont une stratégie basée sur la data. Et on va parler de la façon dont certains réussissent, certains ne réussissent pas. Et derrière tout ça, on va parler d'une technologie qu'on appelle le data lake. Et on va aborder tout ça avec nos intervenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guylain Denicel. Je travaille dans l'hôtellerie depuis plusieurs décennies. J'ai commencé veilleur de nuit, fini directeur général. Je fais du conseil depuis 20 ans dans le domaine de la technologie. Et j'ai lancé Tendance Hôtellerie il y a 15 ans maintenant. Et j'ai participé à de très nombreux groupes de travail sur la technologie chez HTNG, Infnor sur les avis clients et des tas de choses pour essayer de faire bouger tout ça, de faire bouger l'écosystème. Et je suis content d'avoir sur la table Pascal, justement, dont l'annonce de la fondation a été faite aujourd'hui. Je parle un petit peu de toi, vite fait. C'est une fondation qui a vraiment vocation à changer un peu la donne. Pascal aura l'occasion de vous l'expliquer. En attendant, je passe la parole à David. Let's go. Try to introduce yourself, your company, and your role within the company. That's good. Hi everyone, my name is David Poprawka. I'm here with Infor Hospitality and I am in charge of solution strategy, solutions architecture for our hospitality solutions with a deep focus on AI integrations moving forward. Can put it closer, please. Can you hear me? Yeah. Seasoned hotelier, started in hospitality, worked for the big chains, Kempinski, Four Seasons, Jumeirah, Hilton. Had a small branch out into real estate investment banking, was working for JP Morgan, also on the hospitality side, but always with the deep focus on business intelligence and revenue maximization, and very excited to hear, guys. Well, nearly every big brand is working with Infor, at least one product. And if you're not, you should. Well, good point. Let's go. Can you introduce yourself? En français ou en English? It's up to Oui, you. moi je vais essayer en français avec un petit accent belge peut-être. Mon nom est Florian, je suis VP of Business Development chez Apaleo. Apaleo est une plateforme PMS pour des concepts hôteliers, appartements de services et différents segments dans ce secteur. On travaille avec des groupes comme CitizenM, le groupe Eclo ou aussi le groupe Corner ici à Paris. Moi-même, je gère l'internationalisation et les ventes et j'ai un background aussi dans l'hôtellerie même. Après, j'ai fondé ma première entreprise en 2017 que j'ai vendue à Apaleo il y a 4 ans. Donc depuis 4 ans, je suis avec Apaleo. Merci. Pascal? Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Pascal Buchner. Ça fait à peu près 30 ans que j'occupe des postes de direction informatique. J'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai travaillé dans le divertissement chez Vivendi Universal, j'ai travaillé dans la distribution de matériel électrique et plus récemment, j'ai passé 14 ans chez IATA, donc l'Association internationale du transport aérien, où j'ai été directeur informatique. Et donc, j'ai toujours travaillé dans des sociétés qui ont utilisé les données pour transformer en fait les processus transverses de l'entreprise et pour essayer de moderniser et d'optimiser en fait la performance de l'entreprise. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis donc bénévole pour une association de droit suisse qui s'appelle Edge Community, qui a été annoncée aujourd'hui, et qui est une association une fondation qui a pour vocation en fait de créer en fait un data lake mondial pour en fait que les hôtels puissent collaborer et innover autour de ces données. Merci. Alors, il y a une belle interview sur Tendance Hôtellerie aujourd'hui. Tu fais ta pub, je fais la mienne. Hein. Pascal, est-ce que tu peux essayer de définir la notion de data lake? Et surtout, il faut garder le micro juste devant la bouche. Bon, et je vais essayer de ne pas utiliser des termes techniques. Donc, un data lake, c'est un référentiel où vous pouvez stocker des données, qu'elles soient structurées ou non structurées,
Et donc les maîtres mots pour un data lake, c'est flexibilité, diversité et évolutibilité. C'est pas facile à dire. Donc en fait, ces données, elles peuvent être dans des bases de données, mais elles peuvent être en fait des données en fait au format texte. Ça peut être des extractions de feeds de réseaux sociaux. Ça peut être donc n'importe quel type de format peut être supporté dans ces data lakes. L'autre caractéristique des data lakes, c'est que en fait, ils sont capables en fait de grandir en fait horizontalement, c'est-à-dire que les données peuvent être extensibles à volonté, puisqu'en général, on utilise des volumes de données très importants. Donc, ce sont des environnements en fait de stockage qui sont performants, où les coûts en fait sont raisonnables, ce qui permet effectivement de gérer énormément de volume. Et donc, les cas d'utilisation dans les data lakes sont très variés. Donc, je parlais de diversité. Donc, ça peut être effectivement du reporting financier. Ça peut alimenter aussi donc, du big data pour des algorithmes de détection de fraude, pour des analyses de sentiments. Donc ça peut alimenter aussi, donc ça peut servir de données d'apprentissage à des modèles d'IA générative. Donc effectivement, l'utilisation est très diversifiée. Et finalement, c'est aussi d'une grande agilité, puisqu'en fait, les données peuvent être ingérées très rapidement, ce qui permet effectivement de fournir des informations donc, aux logiciels qui permettent de faire de la prise de décision. Merci. En fait, avant, on parlait de l'information qui était stockée en silo, et maintenant, on a tout balancé dans le même lac, et voilà, tout est ensemble. On mélange, enfin, il n'y a plus, cette notion de silo disparaît, s'efface, on va dire. Alors voilà, il n'y a plus de silo. Alors quand on dit tout ensemble, c'est d'un point de vue logique, parce que les données peuvent être stockées soit dans des endroits différents. Alors bien sûr, il faut effectivement un certain nombre de contrôles de sécurité pour que l'accès à ces données soit sécurisé, mais vous pouvez effectivement avoir en fait des formats qui sont différents, des endroits de stockage qui sont différents, et on parlera plus tard aussi qu'il y a il peut y avoir des obligations pour stocker les données dans certains pays. Donc effectivement, vous avez une flexibilité et vous avez la possibilité d'évoluer. Avant, on avait des data warehouses qui étaient effectivement des structures de données qui étaient formatées, très strictes, avec des modèles de données et qui n'étaient pas capables effectivement de grandir en fait en fonction des besoins d'usage que l'on a aujourd'hui. Merci. C'est grâce à l'évolution de la technologie d'ailleurs. Si l'hébergement n'avait pas évolué, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas stocker des volumes monstrueux de données, alors qu'avant on était obligé de stocker morceau par morceau. C'est un petit peu ça, je pense. David, how can we use this amount of data? Well, huge amount of data. How can we use them? Do you have practical examples of that? I think there's an unlimited array of opportunities that hotels can tap into. The question is really, how far are you willing to go? To give you very practical examples, because that's what most people are lacking at the moment. We're being bombarded with AI, we're being bombarded with this narrative, but nobody actually tells you what to do with that data. Nobody gives us instructions, gives us a key, a turnkey Closer. to really use this data. So just to give you a framework of how hoteliers on any level could leverage this type of data is being able to ask the questions that you were never able to ask before. If I have data lake technology that ingests and that combines, for example, POS data, meaning data that is highly F&B centric, average table, turnover cost, etc., etc., and if I combine that with the predictive analysis of a revenue management tool, something that's been used since many, many years, but has never had the opportunity to evolve, especially because we were working with structured or very limited data sets. If we combine these two data sources that previously were uncombinable with the power of data lake technology and semi or unstructured data, I might ask questions such as, hey, what are my market segments that consume the most in my fine dining restaurants next year for Christmas? What is the projection of my restaurant occupancy next Easter? Can you correlate that with my forecast for my rooms department? And this is just one of the examples. It is really not so much, there's no limitation on the set of answer keys that you can be given. The only limitation is really the ones we put on ourselves, because we live in a world where we suffer from PTSD. We suffer from data PTSD, because as young kids, when I was entering the hospitality industry 20 years ago,
I had so many ideas, and the answer that I got to all of my ideas was, well, this is not possible because there's a technical limitation. And I think data lake technology for the first time gives us the opportunity to be creative, to think. So to answer your question, there's no really set use case because the options are unlimited. All it depends now if users are asking the right questions. Imagine the frustration for all guys like me. The first tool I used in a hotel was a telex. Okay, so it's remember that because you say you're frustrated. Wow. And we've discovered the facts at one point. So I'm a part of this generation of frustration. We live with it. Florian, on revient en français. Les API. Alors, Apaleo se définit comme API First. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est super important cette histoire d'API? Oui, donc le côté data lake duquel on vient de parler, c'est très important pour avoir toute la compréhension des données et agréger les données. De notre vue aussi, que ça ne devrait être pas le même fournisseur qui offre par exemple le data lake que tous les autres systèmes, parce qu'un data lake devrait être agnostique. Ça peut être du même fournisseur, mais que des différents systèmes mettent leurs données dans ce data lake et pas juste d'un système. Et les API, c'est pour l'expliquer en pas trop compliqué, pas trop technique, c'est une manière comment des systèmes tiers peuvent accéder à des données ou à des fonctionnalités standardisées. Et pourquoi nous, on voit cette vue de API First comme le futur, c'est que, par exemple, l'IA, une possibilité à faire de la compréhension et de l'analyse de données, mais aussi il y a la possibilité de devenir opérationnel et qu'il y a aussi des systèmes tiers ou l'IA qui peuvent prendre des actions. Donc par exemple, si un PMS est API First, ça veut dire que 100% des fonctionnalités qui sont développées par ce système sont accessibles au système tiers et à l'IA, aux agents, pour prendre des actions en plus. Donc l'API, c'est vraiment l'élément fondamental pour qu'on peut après construire dessus une technologie connectée pour le data lake ou les intégrations faciles. Et avec l'IA même, on va perdre même la demande des intégrations directes, mais des agents qui seront au-dessus vont pouvoir jouer des données dans les différents systèmes via les API et donner les données dans Data Lake. Donc ça va vraiment changer l'architecture technologique de toutes les business software, de toutes les entreprises, mais aussi des hôtels. Merci. Pascal, on a évoqué une fois le mot agnostique. En quoi est-ce que c'est important ce côté agnostique de la partie data lake? En fait, c'est la nature d'un data lake, du fait de la diversité des formats et des informations qu'un data lake est amené à gérer. En fait, un data lake doit permettre en fait de recevoir n'importe quel type de données, indépendamment donc de la technologie, de l'endroit où elle est stockée, et de pouvoir effectivement donc être utilisé par tous les cas d'usage en fait qui sont nécessaires. Donc, vous avez toujours vous pouvez mettre votre data lake chez un seul fournisseur, mais ça peut peut-être créer un risque. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre votre data lake chez plusieurs fournisseurs et donc d'avoir une intégration réseau, toujours en étant sécurisé, qui va vous permettre effectivement de mettre vos données chez différents hyperscalers, par exemple. Donc souvent, du fait des volumes de données, ce sont des clouds, mais vous pouvez avoir aussi des données qui soient privées. Donc, par exemple, en Suisse, on a des banques qui ont des obligations de stockage des données à l'intérieur de la Suisse. Donc vous pouvez très bien avoir un bout de votre data lake qui soit dans un environnement qu'on appelle on-prem, donc avec des ordinateurs qui sont hébergés dans un data center privé. Vous pouvez avoir des données publiques qui viennent, par exemple, des réseaux sociaux qui soient effectivement dans un cloud public. Donc vous pouvez avoir cette diversité en fait, d'environnement qui vous permet effectivement d'être indépendant en fait, de n'importe quel fournisseur.
Et comme vous ne savez pas quels seront vos besoins de demain, puisque effectivement l'avantage de ces technologies, c'est que, vous savez, c'est comme quand vous gravez en fait quand vous montez sur une montagne. Je vais prendre toujours un exemple tiré de la Suisse. Plus vous montez haut, plus la vue est belle. Et plus la vue est belle, plus vous voulez faire des choses. Donc ça, c'est pareil. Quand vous commencez avec un data lake, vous avez effectivement des cas d'usage qui sont définis. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous pouvez faire d'autres choses. Et donc, du fait de l'évolutivité de vos besoins, vous ne pouvez pas être dépendant effectivement d'un fournisseur ou d'une plateforme technique. Et le volume de données a plutôt vocation à exploser. À grandir. Et avec la possibilité aussi de mettre en place en fait des mécanismes d'archivage. Parce que n'oubliez pas, et on en reparlera tout à l'heure, pour des obligations en fait de compliance avec des normes, vous êtes obligé aussi d'utiliser les données uniquement celles dont vous avez besoin. Et quand les données ne sont plus d'actualité, vous devez aussi les archiver. Donc effectivement, l'évolution des besoins aussi fait que vous avez besoin de cette diversité de différentes technologies pour pouvoir effectivement être conforme. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. S'il y a un terme que vous ne comprenez pas, levez la main et on essaiera de l'expliquer en temps réel. Parce qu'on utilise plein de gros mots. En plus, ils aiment bien les gros mots, tous ces gens-là. Surtout les gens avec un profil ingénieur, ça aime bien les gros mots. Bon, maintenant qu'on a plein de données, mais plein, dans tous les sens, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Florian? Je pense que ça, c'est une très bonne question. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la maturité des différentes entreprises. Parce que bien sûr, si on est un grand groupe comme Hilton, qui aura ces données globalement, on peut faire d'autres choses que si on est un groupe indépendant ici à Paris. Et je pense que le premier goal, c'est de comprendre les données qu'on a, d'avoir quand même si on dit dans un data lake, on peut mettre toutes sortes de données, mais c'est avoir une stratégie de données. Quelles données je collecte? Qu'est-ce que je veux faire avec ces données? Pourquoi est-ce que ces données sont importantes? Et après, par exemple, les utiliser pour améliorer son marketing, ses opérations, la qualité du revenue management, sa segmentation. Aussi, il faut regarder qu'est-ce que sont les données que je peux utiliser légalement pour faire des segmentations et des prédictions, et qu'est-ce que sont les données que je dois plutôt analyser. Parce qu'avoir des données, ce n'est pas juste un avantage, mais c'est aussi un risque à dire, le plus que données que j'ai, moi-même comme hôtel ou groupe hôtelier, je dois voir comment est-ce que je les traite et comment je les utilise. Donc il y a beaucoup de différents éléments et de niveaux, mais c'est avoir une stratégie, ça c'est le plus important. Let's come back to you, David. Well, you got data, but your company is American, and you deal with European-based customer, African, Asian. So how do you deal with that, and what can they do with that? I think one of the topics that we haven't talked about is data security, especially with GDPR. Infor does have an exclusive partnership with Amazon AWS, which we deploy all of our solutions. We work with Amazon Bedrock for our generative AI solutions. But nevertheless, data security and data integrity is one of the factors that we most definitely take with the utmost seriousness. And it enables you to a certain point to really be flexible with the data. Meaning that, for example, in the case of revenue management, we have just, not trying to do any advertising here, but have just released one of our brand new revenue management solutions, which indeed works on the premises of data lake technology. And for the first time, we were actually able to evolve that concept of legacy revenue management, which is highly concentrated on rooms revenue management, and to use and tap into this data lake technology and really bring this topic to the forefront of evolution or for the forefront of innovation. And an example, I was meeting a very young entrepreneur at HSMAI last year, and he approached me and he said, you know, I'm having a group of boutique hotels, and I would really much not price my rooms to the traditional rooms management pricing, but I'm deep into sustainability, and I would like to tap into sustainable resources and create a pricing grid that is based on CO2 emissions. How can Infor help me? How can data lake technology help me with that? And this is exactly one of the examples that brings data or leverages this technology, because
the simple thing you need to do is just add a backend system that calculates your CO2 emission per room, your energy efficiency per room, overlay that with a traditional revenue metrics, and there you go. You have a brand new, innovative, never seen before data structure that you can apply to revenue management. So that's really one of the, as I said, the options are endless. Data security is really one of the factors that everyone should be aware of. And that's it. Thank you. Pascal, quand on parle de tout ça, on parle forcément de standardisation parce qu'il faut qu'on arrive à parler la même langue, quoi. C'est un peu le principe. Toi qui viens de IATA, comment l'industrie comment les avionneurs, pas les avionneurs, les compagnies aériennes, pardon, ont fait pour faire progresser la standardisation et à quoi ça leur a servi? Parce qu'ils se sont astreints des obligations, mais ils ont aussi tiré des bénéfices de tout ça. Alors, la première chose, c'était la nécessité. Vous savez que l'aviation commerciale est régie par l'aviation civile internationale qui impose des normes de sûreté des avions. Et en fait, ces normes de sûreté d'avion, ce sont des standards pour faire le reporting des incidents et ce sont aussi donc des processus aussi standardisés pour faire effectivement l'amélioration de la performance et l'audit des incidents. Donc les compagnies aériennes, dès le début, pour avoir le droit de faire voler des avions, il faut qu'elles soient conformes à ces standards. Donc elles ont dû effectivement implémenter ces standards pour donc la sûreté des avions, donc Safety Management System en anglais. Après, les compagnies aériennes ont dû devoir gérer la complexité de leur monde. Donc par nature, ce sont des compagnies internationales qui volent dans à peu près les 40 000 aéroports qu'il y a dans le monde entier. Donc pour gérer la complexité de leurs opérations et pour réduire leurs coûts, elles ont dû définir des standards commerciaux. Et c'est ce qui a effectivement justifié l'existence de IATA, qui était effectivement l'organisation internationale qui devait définir effectivement ces standards. Donc ces standards avaient pour objectif de réduire les coûts. Par exemple, le billet électronique que vous avez sur votre téléphone, c'est un standard qui a été défini par IATA dans les années 2000, mais qui a mis 10 ans à être implémenté avant que maintenant, effectivement, vous n'avez plus de billets papier. Et donc, pour les compagnies aériennes et pour les agences de voyage, le fait de ne plus avoir de billets papier, ce sont effectivement des gains d'efficacité qui sont énormes. Donc la deuxième raison pour avoir des standards, c'était effectivement de réduire effectivement les coûts. Mais ça s'est transformé très vite par de l'innovation, puisque les compagnies aériennes ont voulu implémenter donc des nouveaux standards de commerce électronique qui permettaient effectivement de gérer en fait l'offre qu'elles ont au travers des différents canaux de distribution et qui permettent de faire notamment de ce qu'ils appellent maintenant du pricing dynamique, donc de la gestion de prix en fait de façon individualisée en fonction du passager. Donc ça, c'était l'autre évolution des standards. Grâce aux standards, en fait, les compagnies aériennes ont pu innover. Et aujourd'hui, en fait, en face des problèmes de réchauffement climatique, donc de réduction des émissions de carbone que l'on doit avoir. Donc l'aviation a un programme pour 2050. Donc l'aviation voudrait être neutre en carbone en 2050. Et donc pour ça aussi, ils ont besoin de nouveaux standards. Des standards qui vont permettre de gérer les opérations entre en fait, les aéroports, les compagnies d'aviation et aussi les organismes qui s'occupent du contrôle du trafic aérien. Tout ça demande aussi d'optimiser les flux d'informations, donc de définir effectivement des messages qui vont être échangés entre les avions, entre les aéroports et les compagnies aériennes pour pouvoir effectivement optimiser le trafic et éviter d'avoir effectivement des avions qui tournent en rond et qui vont brûler du kérosène, ou pour éviter effectivement qu'il y ait des attentes dans les aéroports qui créent des bouchons, donc qui créent aussi des émissions de CO2. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tous ces standards demandent des données. Donc on revient effectivement à l'origine de notre discussion, c'est-à-dire qu'il vous faut des données
Ces données doivent être standardisées pour qu'on les comprenne tous. Et plus on a des données, plus on crée des données. Mais par contre, plus on améliore nos processus. Plus on est riche de Et ces données. plus, en tout cas, on est performant. Après, la richesse, on peut la distribuer de plusieurs façons. C'est vrai que les compagnies, si on se souvient de l'historique, le billet d'avion, on le calculait, c'était calculé en agence de voyage parce qu'on avait une table, on avait un catalogue, et c'est tout. Maintenant, on fait du pricing dynamique, on peut acheter son plateau repas, on peut acheter son siège, on peut acheter tous les suppléments. Donc ça, c'est un vrai bénéfice pour les compagnies. Exactement. Et avant, quand vous faisiez un changement, on devait coller quelque chose sur le billet d'avion pour pouvoir faire ce changement. Donc il y avait quand même des limites au nombre de changements qu'on pouvait avoir pour un billet. Ok, merci. Florian, est-ce que les hôteliers sont prêts à cette révolution du data lake? C'est difficile à généraliser toute l'industrie, mais je suis rentré dans l'industrie tech hôtelière en 2017 et c'est incroyable l'évolution, l'éducation des hôteliers dans ces derniers 7 à 10 ans. Parce qu'il y avait le changement du on-prem, donc les systèmes sur place, sur les ordinateurs sur place, après avoir des systèmes dans la cloud qui devaient être intégrés. Je pense aussi avec le Covid comme catalyste de changement de technologie, d'avoir plus assez de staff que les clients attendent des différents parcours clients. Beaucoup plus d'hôteliers devaient se focus sur comment est-ce que je rends mon hôtel plus digital. Et toujours ce côté digital et données vont main en main. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éducation dans l'industrie. Et clair, on n'est pas encore au même endroit que peut-être d'autres industries, mais je pense qu'il y a quand même eu un grand shift dans l'industrie hôtellerie, pas juste dans les grandes chaînes, mais aussi dans les hôtels indépendants et les petits groupes. Donc je dirais que est-ce qu'ils sont prêts pour tout ce qui est avec l'IA qui va venir dans les prochains mois et ans à venir? Je pense que personne n'est vraiment prêt. Et là, c'est pas juste l'hôtellerie qui est pas prêt, mais je pense qu'on a pris quand même pas mal de développement dans les derniers 5 à 10 ans. Ok, merci. David, technology is going faster and faster. So how can we be up to date and how can we keep that tomorrow and the day after and next year? It's a huge challenge. You can't. You can't because it goes too fast. If we take the example of large language models, we had GPT 3.5, 4.0, 4.0 mini, 01, 03, and all of that happened in the time span of plus or minus 6 months. Then came DeepSeek, then came XAI, then came Alibaba, I think. All of this happens at a pace that is increasing to a point where it is impossible to stay ahead of the curve. But you don't need to because you're not there yet. What I would suggest is to build the basics. We're in a phase, we're reliving the birth of the internet. Do I need to have the latest browser? Do I need to have all of the Chrome extensions? Do I need to have access to all of the things that are the World Wide Web that gave us back in the time? No, I don't. Because I have another obligation. I need to train my staff, my C-suite. I need to get my data architecture in place to be ready whatever there is to come. And I think that's the main challenge. Can we be ready for what is to come? No. One of the things that I suggest or that will become increasingly important is the quality of the data that you have or the framework that you set yourself. To give you an example, I don't know, 10 years ago when all this vegan marketing hype started, fantastic idea as a general idea, but all of a sudden I pick up my grape juice and I see that my grape juice is vegan. Well, wasn't it always vegan to begin with? And I think that we're reliving this narrative in the tech world where all of a sudden every single product is AI. It's not. It's just a chic marketing label that is slapped on. So if there's anything that you can prepare to really stay ahead, is deep dive into the partners that you engage with. Go one step further, ask them these uncomfortable questions. How do you build your data lake? How do you treat data security?
how do you treat your investments moving forward? Are you just going with the flow? Are you capitalizing on the narrative of the year? Or are you there for the industry, maybe taking a financial hit at some point, saying, you know what, we don't make money this year, but we prepare the industry of what is to come the next couple of years, because that's more important than capitalizing on that. And I think if you can find partners that you can rely on, that won't go out of business, because that's another thing that will happen in the next 12 months. You will see a market shrinking of small companies or a consolidation towards conglomeration on the other side. Have a secure partner that you work with, that you build the future with. Thanks a lot. Florian, est-ce qu'on peut séparer data lake et intelligence artificielle? Est-ce que l'un marche sans l'autre? Un ne marche, le data lake sans l'intelligence artificielle marche, mais tu peux pas faire grand chose avec. Donc c'est un vient avec l'autre, ça c'est clair. Et je pense qu'est-ce que David dit, je confirme complètement que comme groupe hôtelier, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est changer, de regarder est-ce que mes systèmes sont ouverts, est-ce que mes systèmes, mes données sont structurées ou est-ce que je peux faire quelque chose avec dans le futur. Et aussi dans mes équipes, essayer d'entraîner et de faire du testing. Je pense qu'il y a de la consolidation des systèmes. Les solutions SaaS, donc Software as a Service, où on paye quelque chose mensuel, ça va se changer. Il y aura une fois des plus grands joueurs qui seront là, qui seront peut-être plus des outils d'infrastructure, mais on va avoir beaucoup plus de petites solutions, de petites agences ou des personnes individuelles qui vont créer leur agent IA basé sur vos systèmes et qui peuvent créer des agents personnalisés aux besoins des groupes hôteliers. Donc ça va changer complètement le modèle économique. Et donc je pense qu'il y aura une consolidation de software et il y aura tout un nouveau marché d'agences et développeurs individuels qui vont créer des agences spécialisées pour les petits groupes. Et c'est plus un sujet que pour les grands groupes internationaux. On a des groupes indépendants avec 1 ou 2 hôtels qui font ça déjà aujourd'hui en Allemagne, en France et tout ça, si c'est des copilotes pour le staff ou pour le CRM. Donc je pense le marché technologique hôtelier va changer incroyablement dans les prochains 12-24 mois. Et on essaye de préparer nos clients et le marché là-dessus. C'était la stratégie d'Apaleo, justement, d'être ouvert à tout. Ça a commencé, pour nous, ça a commencé avec les applications, donc les RMS spécialisés, le upselling spécialisé et tout ça. Après, c'est allé en no-code, low-code, où on pouvait créer des automatisations spécialisées. Et maintenant, c'est le monde des agents qui va venir, et Agentic AI. Donc, et on va voir ça dans l'hôtellerie plus en plus. Je pense à Food Hotel Tech la prochaine fois et au moins, on va en entendre beaucoup plus. Ok, merci. David, can you share some examples on how some of your customers have used AI and to take out and to succeed? What did they do? Well, you don't need to name the customer. I think it's tough to name the customer, but at least you can say what they did, how they did it, and what was the benefit of it. I think one of the first use cases that we had with AI and agentic AI is casinos, casino hotels, adding that tier player optimization, adding that casino modelization model on the data lake premises, where I actually don't care about rooms revenue, I don't care about F&B revenue, but what I really care is trying to keep people playing in the casino. And in order to do that, I need data. I need to know everything about that client. What moves that client? We're moving into emotion-based selling, emotion-based interactions with clients. How do I keep people playing? And I think this is one of the first examples that we had on a large scale where AI really was embedded into our solutions. Then, of course, the big thing is revenue management. Revenue management as an industry is really moving away from rooms revenue management. And we're moving into holistic revenue generation. So it really depends on the clients. If you're heavily F&B or group heavy on the RM side, why not add sales and catering solutions? Why not add F&B solutions really to create this holistic view on conversion rates, on purchasing cycles in your event spaces, in order to make intelligent predictions on group quotations, for example. Is it better if I take a group for a certain price
Back in the days, it was a binary decisions. AI does not like binary decisions. We like grayscales. So embed all of these information, all of these data points into creating a pricing frame as to where I have a decision model where I can say, yes, I can take this group for a certain price, but the AI actually suggests me, based on all the data points that I have, based on the historic conversion rate of those types of groups, and we think that groups as such are highly unique. A wedding is unique on an emotional basis, but on a statistical and mathematical basis, a wedding is always the same. Because we're playing with human emotions, and humans are very predictive in nature, unfortunately. So why not leverage that? Why not leverage this emotion-based selling and embed it into revenue generation for incremental revenue streams, for example? Well, when you talk about casinos, well, you got people like Christoph. He wins all the time, and I lose all the time. But that was your own fault. Any other examples outside of that scope of... I think we as a company are in a very transformative phase where we like to see the embedding of AI in operational departments. Guest satisfaction, guest loyalty is one of the big factors that is always missed in any operations. I can be in the most luxurious 5-star property in the world. I bet they get my preferences wrong. Not because they don't want to, but because they work with systems that are siloed. They work with guest management systems that are siloed, with loyalty systems that are siloed. And I'm German. I don't want your fancy wine. I'm happy if you give me a beer. If that beer is cold, waiting for me in my room, the minute I go in my room, I'm a happy camper. I always have the expensive champagne. I always have the expensive wine. I appreciate the effort, but that's not really what I think, or that's not really what I want. So using AI in operational efforts, especially with the combination of augmented reality, whereas let's assume that that check-in agents won't have a PC, they won't have a desktop in the near future. They will work with wearables, for example. They will work with glasses, where AI actually tells you, hey, the client is 300 meters away from the hotel. Now is the time to put that beer in the room for it to be perfectly fresh when I arrive. I know everything on the go all the time in a very discrete manner. And I think that we will see an explosion of operational use cases for guest satisfaction, for reception, for F&B, where I don't actually need to have that dessert that is part of an upsell scheme, but I actually like a very different, very cheap dessert that would have never been suggested. But if AI tells me, don't try to upsell this guy, you will destroy the customer experience that was otherwise a fantastic experience, but give him something really simple. I think that's a use case, or we will see a lot of use cases in that area for hotels in the future. Thanks a lot. Un autre sujet qui est un peu compliqué en Europe. En Europe, on en parle beaucoup, surtout depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est la souveraineté des données. Donc Pascal, je pense que tu vas être en mesure de nous parler un petit peu de ce sujet qui est très, très touchy. C'est compliqué pour les fournisseurs, évidemment, mais cette souveraineté, c'est un élément super important en Europe, je pense, culturellement pour nous, et encore plus avec ce qui se passe, non ? Alors effectivement, c'est un sujet très sensible et très difficile, et je pense que vous êtes au courant qu'en ce moment, les géants de la technologie américaine, donc notamment OpenAI et Google, sont en train d'essayer de convaincre d'abandonner les obligations de gestion des droits d'auteur, parce qu'ils voudraient qu'effectivement, ils puissent aller récupérer toutes les données possibles sur Internet pour aller effectivement entraîner donc, leur modèle d'intelligence artificielle générative. Et l'argument qu'ils ont, c'est de dire, si on veut rester innover à la même vitesse que les Chinois, il faut que vous nous autorisiez en fait à bypasser les lois donc, de protection des droits d'auteur. Et bien évidemment, quand vous êtes un auteur et que vous avez créé du contenu, vous avez une vision un petit peu différente des choses. Et la problématique de l'Europe, c'est qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on adopte effectivement la même tactique, et dans ce cas-là, c'est la jungle, et ça veut dire qu'effectivement, dès que vous mettez des données sur Internet, eh bien, elles seront utilisées sans votre consentement. Et ad vitam? Et ad vitam, voilà, même si un jour vous demandez à ce qu'on détruise des données qui sont des données personnelles,
Effectivement, donc les plateformes ne pourront pas le faire. Donc bien évidemment, nous, on a une vision différente des choses. On a d'abord une vision d'utilisation équitable des données. Et pour nous, le plus important, c'est le consentement des producteurs de données. Donc là, par exemple, dans l'hôtellerie, on va faire énormément de choses avec les données qui viennent des hôtels. Et on en aura de plus en plus besoin. Mais c'est pour ça qu'il faut obtenir le consentement explicite d'utilisation des données des hôtels. Et explicite, c'est pas de dire je prends vos données pour faire effectivement des systèmes de réservation et je les utilise pour faire autre chose. Non, c'est de dire j'ai récupéré vos données parce que j'ai des systèmes de réservation que vous utilisez et je vous demande l'autorisation d'utiliser ces données pour faire autre chose. Et ça, c'est important parce qu'on va de plus en plus avoir besoin d'utiliser ces données et on va de plus en plus créer en fait de la valeur ajoutée avec ces données. Et donc la deuxième chose, et c'est pour ça qu'on parle d'équité, c'est aussi il faut rémunérer donc les producteurs à la juste valeur. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez les données des hôteliers pour faire quelque chose qui va vous permettre de faire du business, vous devez effectivement redonner une partie juste de ce business en fait aux hôteliers. Bien évidemment, donc en Europe, avec le règlement général donc, de protection des données, RGPD, le fameux RGPD, vous avez des obligations. Vous devez protéger les données. Donc quand vous avez des données personnelles, vous devez les encrypter. Au passage, les clés de cryptage, vous ne les mettez pas au même endroit où vous stockez les données, donc il faut les mettre ailleurs. Par contre, vous avez aussi du fait effectivement des progrès de la technologie, vous avez la possibilité de stocker vos données tout en étant donc dans un environnement virtuel, dans un cloud qui est global. Vous avez possibilité donc de stocker vos données dans des pays dits de confiance. Par exemple, si je veux traiter des données, dont je vais rester dans l'aviation, j'ai des passagers chinois, je vais traiter effectivement les données d'un passager chinois, je peux stocker effectivement ces données en Chine, à la condition qu'elles soient protégées par des contrôles de sécurité qui soient les bons. Mais j'ai le droit de le faire. Et ça ne vous empêche pas d'avoir un data lake qui va stocker les données des Chinois en Chine, qui va stocker les données des Européens en Europe, qui va stocker les données des Américains aux États-Unis, et d'être compliant. Vous avez aussi des technologies donc, qui s'appellent Privacy Preserving Machine Learning, qui vous permettent aussi d'utiliser des données personnelles, mais en les cryptant. Et en ayant effectivement des protections qui permettent effectivement que ces données ne soient pas facilement accessibles. Donc vous avez effectivement des solutions. Mais le problème principal, et à mon avis c'est le consommateur qui à la fin aura le dernier mot, c'est en matière d'éthique, quel est l'exemple que l'on veut donner? Et moi je fais partie des gens, et c'est ce qu'on fait notamment avec notre fondation, qui pensons qu'il faut donner l'exemple. Il est possible de développer du business qui est durable et qui est équitable en utilisant les données de façon éthique et en montrant aux utilisateurs que l'utilisation éthique des données n'empêche pas la création de valeur. Et à la fin, ce seront les utilisateurs qui décideront soit de donner, et effectivement leur donner à des géants comme Google, et dans ce cas-là, effectivement, de payer avec leurs données privées, ou éventuellement d'utiliser des services. Alors, je vais donner quelques exemples, tels que par exemple Mistral AI. Vous pouvez très bien utiliser ChatGPT, mais vous pouvez très bien utiliser Mistral AI. Moi, j'utilise Mistral AI parce que ce sont des gens qui m'ont dit, voilà, les données que l'on utilise pour entraîner nos modèles, on a obtenu les droits et on a donc signé des accords avec l'agence France Presse, on a signé des accords effectivement et on a le droit d'utiliser ces données. Et moi personnellement, je préfère effectivement utiliser les données dans ce cadre-là. Donc à la fin, et ça c'est toujours le cas je pense pour n'importe quel type de business, c'est le client qui décide. Et c'est au client de décider. Par contre, il y a des solutions. Ne croyez pas que, effectivement, pour que l'innovation se développe,
il faut effectivement passer outre effectivement les lois de protection de la privacy, en fait je ne sais pas comment dire en français, mais des données privées en fait des individus. Les deux sont possibles, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que les consommateurs sont tout à fait capables de forcer effectivement les sociétés, et notamment les plateformes, de le faire. Bah, le monde de l'aérien l'a prouvé. Il y avait des contraintes fortes, ils ont quand même réussi à innover. Donc, Et il y a eu suffisamment de procès entre les différentes compagnies sur effectivement la mauvaise utilisation des données. Et les solutions de technologie existent. Donc ne croyez pas. Alors c'est un peu plus compliqué, ça demande effectivement de la gouvernance. Il faut qu'on se parle tous ensemble. Et donc c'est là où effectivement ce qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble, qu'on collabore, mais qu'on essaye effectivement de renvoyer l'ascenseur, si je peux utiliser une expression française, c'est-à-dire de rémunérer les gens qui vous donnent leurs données, de les rémunérer à la juste valeur. merci beaucoup, Pascal. On arrive un petit peu à la fin de ce qu'on avait préparé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Attends. Je vais y aller. Merci. Restez assis, hein, pas de souci. Bonjour. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a une taille minimale pour que ce type de projet soit intéressant? Parce qu'il y a des coûts fixes sur un data lake, il y a des choses comme ça, donc quelle est la taille? Et la deuxième, c'est vous avez été assez positif sur la technologie et dans la question, je vois why some fail. Alors comment on peut échouer en menant ce type de projet, et ça me semble intéressant. On t'entend pas. J'ai pas compris la première question. La taille minimale du fait de faire un projet avec un data lake pour qu'il y ait des use cases et que ça devient rentable pour l'entreprise. Est-ce qu'un groupe de, je sais pas, 10, 20, 30, 50, 100, à partir de quand c'est intéressant de lancer ce type de stratégie voilà. Donc, il y a des différents niveaux de data lake strategies et donc c'est difficile à donner maintenant une réponse à quelle taille, donc c'est à quelle complexité vous travaillez. Il y a aussi des fournisseurs qui vous aident où vous travaillez par exemple maintenant avec des nouvelles comme Edge Community qui essaye de standardiser les données comme un data lake sur beaucoup de benchmarks et qui vous aide comme service externe. Mais si on regarde maintenant en groupe hôtelier pour dire ok, à partir de quand est-ce que je peux travailler avec un data lake moi-même, ça peut déjà commencer à être utile à partir de quelques hôtels. Dès que vous avez quelques systèmes qui travaillent ensemble, mais où vous dites vous voulez avoir un endroit où vous voulez storer la donnée en dehors de vos systèmes, c'est là où l'avantage d'un data lake est là. Et ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc si vous utilisez ça par exemple pour votre marketing, votre RM, pour votre personnalisation, ça peut ajouter de la valeur déjà à partir de 1 ou 2 établissements. Mais à partir d'un groupe hôtelier, ça peut avoir une vraie valeur. Et le deuxième, why some fail? C'est bon si je parle anglais? Ouais. I think to add to the first question, it really depends on you. Don't treat this technology as a one-way street. The internet wasn't invented and people were asking, okay, what can I do with the internet, right? People went to the internet, people became content creators, people became inventors, people created the internet. We are literally reliving the same moment in time. We're building socials, we're building the internet, we're building AI, and now we're building the framework for these apps or for these types of technologies to work on. So before you jump into conclusions, before you say who's the best guy I can go with, internalize this question and ask yourself, what do I actually want to achieve? And I think if you go into this mindset, not only by yourself, but if you can portray this mindset to your organization, and that might be a large hotel chain, that might be an individual hotel, the key advantage that you have right now, if you're an individual hotel or a small chain, the leverage that big hotel chains had, this dominance that they had over the past decades, is disappearing to an extent that it does not exist anymore. If I have AI, if I have the right architecture, and I have the smart kid that I hire from a school to use this AI, I can outperform the real big guys right now. This is a generational opportunity
that both you and me will never see again in our lives. So ask yourself the question, what do I want? Don't be scared to fail. Just do it. You will fail. But at least you have created that mindset within your organization, and you've created that willingness to engulf into this new technology. I think at this point, this is more important than finding the perfect partner for yourself. Si je peux rajouter aussi quelque chose sur ce que David vient de dire, c'est que n'hésitez pas à faire les choses de façon incrémentale. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont plantées parce qu'elles ont voulu faire quelque chose de gigantesque dès le début. Et en fait, plus vous travaillez avec vos données, mieux vous les connaissez et mieux vous définissez vos besoins. Donc commencez par une première étape, donc faites plus une roadmap en définissant une première étape qui est simple, que vous pouvez atteindre, et après vous définissez votre deuxième étape et vous définissez votre troisième étape. Et justement, les technologies de Data Lake vous permettent justement de le faire de façon progressive, en rajoutant de la diversité et en essayant effectivement après de rechercher où vous pouvez trouver de la valeur ajoutée par rapport à vos données. Donc effectivement, de façon incrémentale, vous diminuez les risques effectivement d'échec. Et en fait, comme le disait David, ce ne sont plus des échecs, c'est de l'expérience que vous accumulez et vous comprenez effectivement comment vous pouvez transformer effectivement une étape d'un échec en un succès. Parce que des fois, la limite, elle est très fine. Ma maman disait que l'expérience est une somme d'échecs. Hein, donc, Madame, je crois que vous aviez une question. Oui, une question toute simple à Monsieur Plus près, s'il vous plaît. Buchner. C'est tout à l'heure, vous parliez de garder les données des Chinois en Chine, des Français en France, etc. Mais est-ce qu'on peut garder les données des Chinois en Allemagne, par exemple? Alors, ça dépend de quel type de traitement. Quand, par exemple, je vais rester dans le domaine du voyage. Quand vous avez un touriste chinois qui voyage en Europe, il est accepté que les données qui ont été utilisées pour son voyage soient stockées en Europe. Oui, ça c'est acceptable. Et personne, vous n'aurez aucun risque juridique de stocker en Europe. Par contre, si vous allez chercher donc, des données, donc des hôtels en Chine, et si vous voulez effectivement créer, donc, que ce soit des solutions de gestion de la performance, les données que vous allez utiliser, c'est mieux de les stocker effectivement en Chine. Et maintenant, quand vous prenez effectivement les hyperscalers, ils sont présents dans le monde entier. Même si ce sont toujours des sociétés américaines, vous avez la possibilité de stocker en fait dans tous les data centers du monde. Et si vous cryptez les données en gardant vos clés de votre côté, vous réduisez effectivement le risque que vous avez qu'ils aillent effectivement utiliser vos données sans votre consentement. Donc effectivement, c'est possible, notamment sur des business qui sont internationaux, qui sont globaux. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais si vous montrez que vous faites attention, que donc, vous avez suffisamment de précautions pour essayer de stocker donc, les données dans les pays d'origine, donc c'est ce qu'on appelle effectivement data residency, donc la résidence des données, effectivement, donc, les autorités de régulation dans le monde entier seront beaucoup plus compréhensives parce que vous avez montré que vous avez fait l'effort. Même s'il y a effectivement certains traitements où c'est impossible, c'est moins grave. Merci. Une autre question, non? Ok. Messieurs, merci beaucoup. Je vais vous demander de résumer, je sais pas, j'avais dit 10 mots, mais je sais que c'est abusif quand je dis 10. C'est 30 secondes. Pascal, tu commences? C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Il faut montrer l'exemple d'utiliser les données de façon sécurisée, de façon équitable. Et si vous montrez ça à vos clients, je pense que les clients seront plus fidèles à votre marque. Et effectivement, vous pourrez effectivement attacher vos clients par autre chose en plus de la performance et de ce que vous pouvez effectivement proposer en termes de valeur directe à vos clients. La confiance. C'est la confiance, exactement. Florian?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, spécialement dans l'hôtellerie, on doit faire les premières étapes à être sûr que les systèmes qu'on utilise sont ouverts, que les systèmes tiers ont accès aux données, aux fonctionnalités, que c'est facile à essayer des nouvelles les éléments. On dit c'est tout en incrémental, mais beaucoup d'hôtels sont encore sur des systèmes et sur des technologies où c'est pas facile à juste expérimenter. Donc maintenant, faire la base, créer l'éducation aussi pour les équipes et de là prendre l'expérience incrémentelle. Mais je pense aussi que la communication, comment on parle aux équipes, comment on parle aux clients, c'est très très important dans tout le domaine des données. Merci. David. This technology will not go away. Embrace the fact that it's there. The hospitality industry is known to be late and usually acts when the train departed. If you act when the train departs, it's going to cost you a bunch of money. AI is here to stay. If AI fails, our global economic system fails. More institutional money has been deployed in AI than in the last 20 technological revolutions together. Be brave. Prepare your teams. Be ready to fail, because now failing comes at a cheap cost and it's easy to recover. If you wait and you've seen the pace, you feel the pace in which this technology evolves. If you wait one more year, 5 years ago, you might have gotten away with that. If today, in 2025, you wait one more year to not even act, but just embrace AI, you failed already. So be brave, be curious, and educate your teams, because the people that will use AI the most often is not your C-suite. It's not your board of directors. It is the people that create interactions with clients. It's people that create memorable experiences. Those will be the type of people that you need to tap into to really leverage AI. Funny enough, this is the people that we laid off during the pandemic, but this is the people that will be the most valuable for your organization, big or small. Be brave, do it now. Merci David. Donc moi si je retenais une seule chose, c'est qu'on est encore au début d'une nouvelle ère et l'histoire se répète, s'accélère et que les nouveaux mouvements sont de plus en plus rapides. Mais il faut prendre le train effectivement. Prenez le train pendant qu'il est là. Merci. Bonne fin de journée et à demain pour d'autres conférences. Merci.